C'est déjà leur deuxième rencontre. Donald Trump et Kim Jong-un se retrouvent à Hanoï, au Vietnam. 8 mois après le sommet de Singapour, les deux dirigeants doivent à nouveau discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mardi, la Cour de justice de l'Union européenne a refusé que le label bio puisse être accordé à de la viande d'animaux abattus rituellement, une décision qui pourrait bien bousculer l'agriculture biologique dans le bon sens. Passage obligatoire de tous les politiques, le salon de l'agriculture est au cœur de l'actualité. Mardi, c'était au tour de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, de faire le déplacement à la rencontre des éleveurs français. Madame, Monsieur, bonsoir. Donald Trump, Kim Jong-un, acte 2 au Vietnam. Après une première rencontre en juin dernier à Singapour, les deux chefs d'État vont à nouveau discuter dénucléarisation de la Corée du Nord et allègement des sanctions. Une rencontre qui permet au Vietnam de se poser opportunément en intermédiaire. Olivier Frère-Jacques. Nouvel épisode dans le rapprochement entre Washington et Pyongyang. Après la poignée de main historique entre Kim Jong-un et Donald Trump en juin 2018 à Singapour, les deux chefs d'État se retrouvent à Hanoï, au Vietnam. Le déplacement du pensionnaire de la Maison-Blanche en terre vietnamienne aura pour but d'avancer sur la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais pas seulement. En effet, outre le coup de com' que s'offre une nouvelle fois Donald Trump en tendant la main à un ennemi historique, le déplacement vise également à mettre un pied en Asie du Sud-Est, chez l'ancien ennemi devenu allié, le Vietnam. Côté négociations américano-coréennes, difficile de savoir si le dossier du nucléaire avance vraiment. En effet, les deux parties en présence n'ont toujours pas trouvé d'accord ni de feuille de route, en dépit des bonnes volontés réciproques affichées. Certes, Kim aurait renoncé à ses tests atomiques et balistiques en détruisant un site d'essai souterrain à Punggye-ri, au nord-est du pays, mais il réclame des concessions de Washington pour fermer son site historique de Yongbyon, à l'ouest du territoire. Publiquement enthousiastes pour ces retrouvailles, avec notamment un dîner informel mercredi soir, les deux chefs d'État sont néanmoins encore loin d'arriver au bout des négociations, mais l'essentiel est assuré pour les deux hommes pour l'instant, en renouant un contact de manière historique et en donnant une relative image d'ouverture utile aux deux parties. Les négociations officielles, elles, s'ouvrent le jeudi 28 février. La communication autour de ce sommet ne manque pas de séduire, en tout cas, elle prend même des allures de fête, comme en témoignent les réactions des touristes états-uniens au Vietnam. You see these things on TV, you see history happening on TV, and I thought, why not go and be part of it instead of watch it? And then from that, the idea to do the tour came about, like being in a country that's holding a World Cup or some kind of festival. The taxi drivers are happier, everybody's got a little bit of attitude to them, the bars are pumping. It's just, it feels really good, it's different. With this situation, it's very unusual, you know, a US president meeting with the DPRK leader. So just, to be at the forefront of that and get to see it in the flesh was too good to pass up. It's not just a historic occasion, but it's a positive occasion. You know, the world's working towards a peaceful resolution, and we all want to live in a peaceful world. So yeah, I mean, it's a good place to be and a good occasion. Un tourisme diplomatique dans l'ère du temps de la communication à outrance et qui profite aussi à l'image du Vietnam. Le pays se fait en effet intermédiaire dans les tractations, une place de choix qu'il a provoquée en assurant des garanties de sécurité optimales aux deux parties en présence. L'occasion aussi pour Hanoï d'approfondir les relations avec l'ancien ennemi américain. Ainsi, le drapeau vietnamien, flanqué du slogan « Hanoï, ville de paix », flotte un peu partout dans la capitale et les rencontres bilatérales se sont multipliées. Avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo d'abord et le ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, Donald Trump a lui échangé mercredi midi avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et d'autres dignitaires après avoir été reçu par le président Nguyen Phu Trong, l'occasion de signer des contrats entre des compagnies vietnamiennes et Boeing. Un rapprochement États-Unis-Vietnam déjà engagé depuis plusieurs années et qui ne manque pas de piquant quand on se rappelle les pluies de napalm déversées par l'oncle Sam sur le pays il y a bientôt 5 décennies. Nécessité fait loi, l'intérêt des deux pays est aujourd'hui au rapprochement, notamment pour contrebalancer l'influence continentale chinoise. Et peu importe si le Vietnam demeure un pays labellisé communiste à parti unique, un pays où l'encadrement de la population à la mode chinoise s'est intensifié ces dernières années, des éléments qui n'empêchent pas Donald Trump de vanter le modèle vietnamien qui s'est converti, au moins partiellement, au capitalisme. C'est une décision sans précédent. Mardi, la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison à l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, l'OABA, sur l'incompatibilité de l'abattage rituel et du label bio, une décision qui pourrait bien chambouler tout le secteur.
La souffrance animale prise en compte dans le label bio, c'est en tout cas ce que l'on peut espérer après la décision rendue mardi par la Cour de justice de l'Union européenne sur l'incompatibilité du label et des abattages rituels. Une évidence qui n'avait d'évident que sa non-application, comme en ont témoigné de nombreuses vidéos de l'association L214. En effet, certaines étaient tournées dans des abattoirs dotés d'un agrément bio, alors même que les animaux étaient abattus par un égorgement large et en pleine conscience, pratique conforme au rite halal. Pourtant, le règlement du label bio stipule noir sur blanc qu'il faut assurer un niveau de bien-être animal dans le cadre de la production. Un engagement de l'agriculture biologique à l'égard du bétail qui exclut de fait l'élevage industriel dans des hangars concentrationnaires, mais qui vise de manière générale à réduire les souffrances des animaux. Et dans ce cadre, l'abattage rituel qui exige la pleine conscience des bêtes saute aux yeux par son incompatibilité. C'est en tout cas ce qui ressort de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, sollicitée par la Cour d'appel administrative de Versailles, à qui reviendra la charge de rendre le jugement final, lequel devrait être une confirmation de la décision européenne. En réalité, les abattages rituels, qu'ils soient halal ou kasher, bénéficient d'une dérogation au niveau européen en référence à la liberté religieuse. Pour autant, chacune des parties reconnaît que la pratique ne permet pas de réduire au minimum la souffrance animale. Dans le même temps, la Cour a rappelé que les études scientifiques démontraient que la technique portant le moins atteinte au bien-être animal exigeait un étourdissement préalable à la mise à mort. En résumé, si le label bio a des exigences pour minimiser la souffrance animale, il n'est plus possible de la poser sur la viande issue des abattages rituels, sauf à considérer que les abattages rituels doivent accepter l'étourdissement. Et si l'on considère que l'étourdissement est justement la condition nécessaire à l'obtention du label biologique, quid de tous ces animaux mal étourdis dans les abattoirs classiques? Car dans les faits, tout animal issu de l'agriculture biologique abattu sans étourdissement ou avec un étourdissement mal réalisé devrait être déclassé, un processus évidemment rarement respecté. Cette décision est donc un véritable tournant pour la production de viande biologique, car en réalité, si les critères imposés aux agriculteurs bio sont légion, le processus après l'élevage est hors de contrôle. Qu'il s'agisse du transport ou de l'abattage, les règles en vigueur dans le secteur agroalimentaire ne dissocient pas les animaux issus du secteur bio du secteur conventionnel. Seul le passage en premier sur les chaînes d'abattage pour les animaux en bio est conseillé. La décision de la Cour de justice de l'UE sur les abattages rituels pourrait donc bien servir d'électrochoc pour tout le secteur bio, nettement à la traîne sur la fin de la chaîne. Nicolas Dupont-Aignan au Salon de l'Agriculture. Comme l'intégralité des politiques, le président de Debout la France s'est rendu mardi à la porte de Versailles pour rencontrer les acteurs d'un secteur qui traverse une violente crise. Il y a beaucoup de talents, beaucoup d'agriculteurs qui font des choses merveilleuses, mais que malheureusement le système dans lequel ils sont enfermés, de l'Union européenne, de la faiblesse du gouvernement français vis-à-vis de Bruxelles, les mène à la ruine. Ils vivent de rien et beaucoup se suicident d'ailleurs même, dans l'indifférence générale. Bien, il faut changer de politique et retrouver une politique nationale, française, pour défendre l'agriculture. Ça veut dire, 1, ne plus accepter les accords de libre-échange déloyaux, où on fait rentrer de la viande par exemple pleine de produits chimiques. 2, baisser les charges sur les agriculteurs et les compenser par une mini-taxe sur la grande distribution. 3, supprimer les droits de succession pour les petites exploitations, pour que des agriculteurs puissent transférer leur exploitation à leurs enfants, et puis revenir à des prix garantis. J'ai à côté de moi François Guillaume, qui était ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, et du temps de François Guillaume, la France tapait du poing sur la table à Bruxelles. Et on n'inventait pas des usines à gaz, on mettait un prix minimum garanti pour le lait, pour la viande, qui était négocié à Bruxelles. Et la France se faisait respecter. Et c'est le sens de notre projet agricole de Debout la France pour l'élection européenne. C'est-à-dire retrouver une France respectée. On a parlé bien sûr de la race charolaise qui nous anime tous, puisqu'on est les représentants de cette belle race, qui est la première race allaitante française. Et puis, après, on a parlé bien sûr des difficultés que rencontrent les agriculteurs sur les exploitations tous les jours. C'est devenu très très problématique, puisqu'on se rend compte que les agriculteurs peinent à sortir un salaire pour pouvoir faire vivre leur famille. Et on lui a expliqué que si les tarifs de la viande continuaient d'être aussi bas pendant les années à venir, il y a une grosse partie des agriculteurs qui vont disparaître
sur le territoire français. On a abandonné le système des prix garantis. Moi, j'avais toujours refusé, si vous voulez, le système des primes. Parce que les primes, d'abord, sont mal vues de l'opinion publique. Pourquoi donner de l'argent aux paysans? C'est tout ce qu'on entend dans la foule. Et puis, deuxièmement, parce que les agriculteurs doivent gagner leur vie à partir de la vente de leurs produits, et non pas à partir des aides qui vont de moins en moins vers eux, parce qu'une partie des aides se perd dans les arcanes administratives d'une part, ou pour d'autres opérations qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, par exemple le développement rural, les loisirs en milieu rural, etc. C'est quand même pas l'agriculture, ça. Il faudrait que les tarifs augmentent ou que les charges diminuent, quoi. Parce qu'aujourd'hui, pour produire, on a des charges qui sont croissantes et le prix de notre produit n'a cessé de diminuer ou tout du moins ne pas augmenter depuis 30 ans, quoi. Donc ça a été le sujet de notre discussion avec M. Aignan tout à l'heure. Il faut partir sur le modèle proposé par Nicolas Dupont-Aignan par rapport à la PAC, c'est-à-dire entre l'argent que l'on va investir dans l'Europe et l'argent qui nous revient aujourd'hui sur l'Europe, on fout 11 milliards, entre guillemets, 11 milliards pour financer des fermes en Pologne qui vont devenir nos concurrents. Mais c'est même plus se tirer une balle dans le pied, là, à ce niveau-là, hein. C'est se la tirer directement dans la tête. Il faut être conscient de ça. Donc si on commençait par dire on rééquilibre un petit peu les aides européennes et tout, et puis on remet en place un prix minimum garanti tel que ça avait été fait avant, c'est-à-dire que les agriculteurs vivent décemment de leur métier. On ne peut plus accepter qu'aujourd'hui en France, moi je suis désolé qu'il y ait un agriculteur qui se suicide quasiment tous les jours. Ce n'est plus possible. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le saumon norvégien serait mauvais pour la santé. C'est ce qu'assure le ministère de la Santé norvégien qui rapporte que les nombreux produits chimiques utilisés pour l'élevage sont extrêmement dommageables pour l'homme. Les produits chimiques attaqueraient les défenses immunitaires et le cerveau et entraîneraient de l'autisme, de l'hyperactivité et une baisse du QI. De plus, le principal pesticide utilisé dans l'élevage du saumon norvégien, le diflubenzuron, est interdit en France dans le secteur vétérinaire. Malgré cela, la production norvégienne de saumon représente 80% de la consommation française et 60% de la consommation mondiale. La malbouffe au service de l'Union européenne. Lundi, l'association Foodwatch révélait que Coca-Cola est le principal sponsor de la présidence roumaine de l'UE. L'association qui se bat pour une alimentation saine et sans risque a vu la présence de la firme américaine dans la liste des partenaires d'un mauvais œil. En effet, le Parlement est actuellement en pleine révision de sa législation alimentaire et la présence d'une immense entreprise américaine, symbole de la junk food, pourrait faire changer le cours des débats. Le symbole culturel, lui aussi, n'est pas sans laisser songeur. Un croisé momifié vieux de 800 ans décapité en Irlande. La tombe profanée a été découverte lundi après-midi par le guide de l'église dublinoise Saint-Michan. Plusieurs autres momies, notamment celle d'une religieuse ancienne de 400 ans, ont elles aussi été profanées. Ce chevalier aurait participé à la première croisade et aurait péri en se battant pour libérer Jérusalem. L'archevêque de Dublin, Monseigneur Michael Jackson, s'est ému de cet acte de profanation. On ne sait pas qui sont les agresseurs qualifiés de vandales. Momie toujours, mardi, les douaniers de l'aéroport du Caire ont découvert les squelettes de 2 momies dans les enceintes musicales d'un passager en partance pour la Belgique. Les experts ont confirmé leur authenticité avant leur déplacement dans un musée pour y être restaurés. Cette découverte s'inscrit dans la lutte que mène l'État égyptien contre le trafic de son patrimoine. Le ministère des Antiquités du Caire a indiqué que depuis 2011, environ 3 milliards de dollars d'antiquités auraient été sortis illégalement du territoire égyptien. Prenons un peu de hauteur à présent, direction les étoiles. Des chercheurs de l'Observatoire de Haute-Provence ont découvert une nouvelle planète située en dehors du système solaire, l'exoplanète Gliese 411b. Elle se trouve à une distance d'environ 8 années-lumière, soit 80 000 milliards de kilomètres du système solaire. Cette exoplanète est en orbite autour d'une naine rouge, GJ 411. Malheureusement, cette étoile est moins chaude que le Soleil et fait donc sortir la planète GJ 411b de la zone habitée
inhabitable pour l'homme. Il s'agit de la 3e exoplanète la plus proche du système solaire et sa découverte pourrait permettre de comprendre le comportement des planètes juste en deçà de la zone habitable. La planète aurait des conditions de vie à sa surface comparables à celles de la planète Vénus. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Le journaliste François Mattei vient présenter son ouvrage coécrit avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien acquitté en janvier dernier de crimes contre l'humanité après 7 ans d'incarcération. Aujourd'hui, la situation est très particulière. C'est un monsieur qui n'est poursuivi à aucun titre, qui est acquitté de tout ce dont on l'a accusé. Le juge italien Cuno Tarfuser a dit 1. Il est acquitté, 2. J'ordonne sa libération immédiate. 3. Il a ajouté une chose que je veux dire au passage, c'est que il a dit que ce qui avait de particulier dans ce dossier, c'est que il n'était pas nécessaire d'entendre les témoins de la défense pour acquitter les accusés. C'est dire à quel point le dossier d'accusation était vide. Ce soir, vous retrouverez également Perle de Culture. Anne Brassier et Maxime Gabriel évoquent les films Une intime conviction, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, La Favorite, Grâce à Dieu et Minuscule 2. Le chanoine Gérard Trochsec parle ensuite de la réfection des oratoires et Françoise Monestier revient sur le scandale de la viande de synthèse. Retrouvez également Alain de Benoît avec un nouveau numéro des Idées à l'endroit consacré à René Guénon, célèbre pour sa critique du monde moderne. 4 spécialistes répondront aux questions du journaliste philosophe. Et puis tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est le moment de se dire au revoir. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous avons un Algérien au village, enfin je devrais dire en rapport avec le village depuis 35 ans, et encore je devrais dire plutôt pas vraiment un Algérien, un enfant né algérien mais adopté très jeune par un couple d'une vallée voisine et qui, dans l'âge adulte, a essayé de s'installer ici sur notre plateau avec des ânes, des chèvres pour faire un peu de tout, puis il est reparti, et puis il est revenu en me disant qu'il avait vécu 1 an au Québec. Enfin, toujours est-il que je le croise là récemment et qu'il me tient des propos extrêmement réactionnaires contre le désordre en France. Et au début, je crois qu'il me parle des gilets jaunes, mais en fait, j'ai mis un certain temps à remonter les étapes de son raisonnement. Il était contre le désordre parce qu'il disait que c'était mauvais pour tout le monde. Mais quand ce genre de personnage un peu narcissique vous parle d'un truc mauvais pour tout le monde, c'est qu'il est d'abord mauvais pour lui-même. Alors je m'explique, enfant adopté, c'est déjà pas très simple, par un couple d'Européens de gauche évidemment, après ou pendant les événements d'Algérie, ayant grandi dans une atmosphère assez privilégiée, c'est-à-dire pas de cité, pas de drogue, rien de tout ça, bachelier, mais incapable de se plier à la discipline d'un bureau, donc ayant vécu du commerce itinérant, plutôt bien d'ailleurs, et en ce moment il est représentant en matériel médical. C'est pourquoi au début je pensais qu'il blâmait le désordre parce qu'il faisait de mauvaises affaires. Il a répété que les affaires seraient mauvaises pour tout le monde parce que les choses se raidissaient surtout dans certaines communautés. Il n'était pas très difficile de savoir, de deviner laquelle. Il me dit carrément, il y a une chose qui passe complètement inaperçue en ce moment, c'est l'histoire du président qui se représente à 81 ans. Là, tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir, la France s'occupe en ce moment de ses propres problèmes un peu trop. Elle regarde son nombril, elle discute autour des ronds-points. Et comme toujours, dans 1 an ou 2, c'est pas du tout de là que vont venir les ennuis. Alors, là, c'est moi qui parle, vous n'y comprenez rien, moi non plus, c'est normal. Ce gars passe son temps à faire des allusions, à pas citer de nom, comme s'il était dans un film d'espionnage. Alors je vous décode un peu, il parlait évidemment du président algérien qui se représente à 81 ans après plusieurs AVC et il disait ça vous concerne, ça nous concerne les Français à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Ben, si je lui ai dit, on peut assez bien l'imaginer, mais on a assez de soucis comme ça en ce moment, on préfère ne pas l'imaginer, que ça va tomber de ce côté-là aussi. Tu as bien raison, me dit-il, je vois qu'on parle de la même chose. Et là, il a pris un peu de champ, c'était une bonne chose parce que je l'aurais fait de toute façon avant de vous en parler. Il a dit
C'est ça qui est moche avec le communautarisme. Quand il y a un problème dans le pays d'où vient la communauté, ça fait deux clans qui ne peuvent plus se blairer dans le pays d'accueil, et donc en cas de guerre civile dans la même patrie, dans la mère patrie, pardon, ça fait un écho direct dans le pays d'arrivée. Et là, les gens commencent à se haïr dans les cages d'escalier. On est bien d'accord, je lui ai dit, mais c'est pour ça qu'il faudrait avoir une seule patrie, ça simplifierait. Tu as l'air de prendre les choses à la légère, m'a-t-il dit, mais c'est très très grave. Je te signale que les Français sont complètement le nez dans leurs histoires de grands débats. Quand tu regardes BFM TV, on a l'impression que la France n'a rien de plus urgent que l'antisémitisme, alors que pendant ce temps, les exactions anticatholiques sont 10 fois plus nombreuses. L'effondrement financier aussi qui peut précipiter le phénomène du jour au lendemain. La mort d'un président étranger, donc encore pire. Et il conclut, moi ça me tue de voir ces papis-mamies qui vont défiler pour leur pouvoir d'achat et qui ne se doutent pas que si leur retraite n'est plus versée, ou la moitié seulement, c'est pas rattraper l'inflation qu'ils vont demander, c'est de pouvoir continuer à manger. Je veux dire ailleurs qu'au Resto du Cœur. Et parallèlement, là, tu as tous ces gens qu'on a entassés, qui ne peuvent pas se blairer et qui vivent suspendus aux allocations. Donc si tout se produit en même temps, je veux dire les tensions après la mort du président à vie, la chute des allocations parce que l'État ne peut plus payer, eh ben, je ne donne pas cher de la paix dans les quartiers. D'autant que ça, c'est le scénario soft, s'il n'y a pas de guerre au bled. Parce que s'ils se battent, il y aura forcément un camp vaincu et les gens du camp vaincu vont demander l'asile et nous ne sommes pas sortis de l'auberge en France. Et là, il m'a un peu cloué par sa conclusion. Il m'a dit, tu vois, je suis né en 62, je suis arrivé en 63, j'ai jamais foutu les pieds en Algérie depuis, et les gens de la cité, derrière chez mes parents adoptifs, m'appellent encore Harki. Alors je vais te dire, moi, l'agitation des gilets jaunes et tout ce qui s'en suivra, je suis pas tellement pour, parce que si le désordre s'installe vraiment, c'est pas chez eux qu'ils vont débarquer, c'est chez moi. Alors, là, c'est moi qui parle, on a beau faire la part de la parano, il est un peu, indiscutablement, son raisonnement, mais quand même mal à l'aise, parce qu'il jette un coup de projecteur sur un coin de la situation que personne ne veut voir et qu'il m'a résumé en bon visiteur médical. Il m'a dit quand l'état général du patient n'est pas bon, les infections en profitent. Abonnez-vous, merci. Les rassemblements des Gilets jaunes manifestent l'explosion de la crise de méfiance à l'égard de la classe politique, des représentants de l'autorité policière, mais aussi des médias. Assaut contre BFM, journalistes pris à partie, empêchés de filmer, de photographier, d'interviewer. Les Gilets jaunes et derrière eux une bonne partie du petit peuple de France seraient-ils opposés à la liberté de la presse ? Malheureusement, il faut bien le dire, qui a semé patiemment le vent pendant des années a bien fini par récolter la tempête. Derrière ces journalistes passés à tabac ou ces appareils de photo réduits en miettes, la plupart du temps d'ailleurs par des gens d'extrême gauche, il y a une colère qui éclate contre une presse qui, depuis trop longtemps, a oublié d'être libre. En France, on n'attaque pas les journalistes pour les empêcher de s'exprimer librement, mais pour se venger de leur long passé aux ordres du politiquement correct, de la réalité maquillée et de la réalité biaisée. Des chiffres systématiquement tordus, des infos passées sous silence, des témoignages de terrain toujours partiaux, la liste des falsifications est excessivement longue. Les grands médias, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, de la presse écrite, ont une part très importante de responsabilité dans la crise que nous traversons aujourd'hui. Ils refusent de le reconnaître et pourtant, le système médiatique s'est imposé en permanence comme un filtre politique au service de l'idéologie de gauche. Ce filtre, encouragé et entretenu par la classe politique, a complètement déconnecté la France d'en haut de la France d'en bas. On peut espérer que de la crise jaillisse une nouvelle conception du journalisme. Des journalistes qui décriraient les faits tels qu'ils sont et non plus tels qu'ils voudraient qu'ils soient pour coller à leur vision du monde. Des journalistes qui, le cas échéant, assumeraient leurs présupposés idéologiques au lieu de se cacher derrière une prétendue exigence de neutralité. Est-ce trop demandé ? Eh bien, disons simplement qu'il n'est pas encore interdit de rêver dans notre pays.
Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.